Bonjour à tous et bienvenue sur l'épisode 6 du podcast. Maintenant, il y a un petit peu de budget, on a tout mis dans le décor. On revient après 2 ans, alors un peu comme l'équipage de One Piece, sauf qu'il n'a pas de super pouvoir grâce à un fruit. Enfin, moi, une fois, j'ai mangé un fruit, je me suis chié dessus pendant 5 jours, mais je pouvais encore nager, donc ça doit pas être ça. Toujours avec Corentin et Mathieu, on n'a pas changé l'équipe. Hello. Hello. Aujourd'hui, le but de l'épisode, ce sera de parler de ce qu'on a fait pendant ces années. Intro légendaire. Meilleur intro du monde. Bon, ouais, voilà, c'était la fin, l'intro était bien. Bonne Et journée. bah voilà, merci en tout cas. C'était super. C'était un bon épisode. J'ai un peu cuté parce que c'est un peu long. Ouais, ça risque d'être un peu, ouais. Est-ce qu'il y en a qui veulent commencer? Vas-y, Oui, Guillaume. on t'en prie. Ok. Le gros projet, on va dire, c'est que dans l'épisode 5, on racontait qu'avec Mathieu, on venait de commencer les prémices d'une saga MP3 Ah oui, c'est vrai. un peu nostalgique On est là ou pas? dans l'épisode précédent. On a fait notre dernière scène novembre 2023 à peu près. 2023. Ouais, moi je voyage dans le temps. Fin septembre 1924. T'étais venu me voir en calèche. Fin 2022. Après avoir fini les enregistrements, l'écriture, tout ça, c'est vraiment début 2023, j'ai commencé à faire les plans 3D pour faire une animation. Alors au début, on devait juste faire un truc genre avec des images. Et en fait, j'ai trop kiffé faire l'animation. Vraiment le kiff ultime de me mettre tranquillement, tu sais, avec mon petit café, mon petit livre audio et l'animation. C'est genre l'umami du plaisir. Du coup, j'ai voulu faire vraiment ça à fond. J'ai commencé à faire tous les plans 3D. Et ce qui s'est passé en juillet, donc 7 mois après, pendant les vacances, mon PC, il commençait à chauffer. Je pouvais cuire des steaks dessus. Vraiment, c'était une chaufferie. Il a dû faire monter la température de la Terre de 2 degrés. Tu sais, moi, je m'inquiète pas, vraiment. Et j'avais tout pour enregistrer mes données, mais je fais, ouais, je le ferai plus tard. Je regarde l'épisode de Bref, où il parle qu'il a pas sauvegardé ses données et qu'il a tout perdu. Eh bah devine ce qui s'est passé. Tu sais, j'ai ça le PC, je fais, demain, j'enregistre mes données. Du coup, je me lève, c'était même plus une grasse mat, c'était une matinée au Saint-Doux, c'était levé à 14h, et je commence à allumer mon PC. Je vois la pomme d'Apple qui apparaît, elle est restée tellement longtemps, vraiment, elle a commencé à pourrir. Je fais, qu'est-ce que je fais là? C'est vraiment le choix décisif. Finalement, je le force à s'éteindre. Sauf qu'au moment de le rallumer, la pomme, tour de magie, elle a décidé de pas revenir. Ça a été confirmé plus tard, le Mac était foutu. Je me souvenais que mon Mac, à un moment, il a fait, là, votre Mac, là, il est plus plein qu'un supermarché un jour de promotion, donc va falloir lâcher du lest et on peut vous transférer vos données sur le cloud. J'ai repris un Mac quelques jours plus tard et je me connecte au cloud et là je prends mon adresse mail, boum, le cloud totalement vide. Aussi vide qu'une boîte de nuit pendant le Covid. Là je commence à être pas bien. Là, la transpiration revient. Et là ça se fait. Oula, on mouille pas le PC. Parce que les données, j'étais pas sûr de les récupérer sur le Mac et le cloud était vide. Ce soir-là, j'ai changé, je fais, les données sont perdues, c'est de ma faute. J'ai décidé de reprendre le projet en 2D et à un moment, je me connecte à l'adresse mail justement du podcast. Et je vois un mail qui me dit faites attention, votre cloud, il est plein. Et là, je me connecte au cloud avec mon adresse du podcast. Je retrouve une grosse partie des données. Genre, j'avais perdu 2-3 mois de taf, mais les dégâts étaient un peu limités. J'étais un peu rassuré dans mon malheur. Et quelques jours après, l'informaticien me dit c'était mon sauveur. Il me fait on a tout récupéré. J'ai quand même gardé le délire de faire en 2D. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris tous mes fichiers 3D. J'ai décalqué dans Toon Boom Harmony, qui est un logiciel de 2D. Je prends ma caméra et je capture le plan que je veux faire. Je choisis mon plan en 3D. C'est plus facile que de faire un plan 2D, je trouve. C'est que vraiment, tu peux te promener dans ton environnement 3D. Tu fais, OK, là, j'aime bien. Je fais mon plan comme ça. Derrière, je décalque en 2D. Je passe du coq à l'âne. Je me suis pas mal mis à la photo. Je fais pas mal, tu sais, en ville. Ensuite, le dimanche, je fais sur Lightroom et récemment sur DaVinci. C'est un logiciel de montage vidéo. Ah oui, de toute façon, c'est la base aujourd'hui quand tu te lances en montage, tu vas sur DaVinci, tu t'emmerdes pas, quoi. Et ce qui est trop bien, c'est vraiment genre la version gratos. C'est vraiment comme s'ils te filaient la glace et fallait juste payer pour les cacahuètes, les trucs à mettre dessus. Mais vraiment, t'as tout. Ils appellent ça le color grading. Je crois qu'on peut dire une nuance de couleur. Je connais pas trop, mais tu vas homogénéiser un peu tes couleurs pour que ça fasse un peu plus esthétique. Sur Lightroom, par exemple, tu peux gérer le color grading des couleurs basses, des couleurs hautes, et le color grading un peu des couleurs du milieu. En général, tu vas les emmener d'un extrême à l'autre. Le très très connu que tu vois dans beaucoup de films, c'est le sol, je crois, en bleu et la lumière en jaune. Et DaVinci, c'est incroyable aussi pour le color grading. Enfin, j'ai fait qu'une fois en vrai pour l'instant. C'est comme si tu disais à un marathonien au 3e kilomètre ce qu'il pense de la course. Vous pensez que ça va le faire? Bon, je viens de partir, hein, monsieur. Je suis mort, c'est foutu. Mais pour l'instant, je kiffe. J'ai envie d'essayer de mixer un peu les deux. Je pense que je vais investir dans un meilleur appareil. Mais plus tard, j'aimerais bien aussi tester un peu la pellicule. J'ai chopé le vieil appareil là, que tu chopes à côté de la boîte à trombone et des ciseaux dans un vieux tiroir. Oui.
Et en fait, ce qui est cool, c'est que j'ai l'impression que ça offre vachement plus de liberté au moment de faire ta photo. C'est comme si tu cuisinais qu'avec des pommes de terre et d'un coup on te disait tu peux prendre aussi des navets, des carottes. J'ai l'impression que tu as plus de nuances, de choix, de trucs. Ça va être cool à faire la pellicule. Moi, j'aimerais bien. Enfin, déjà faire la photo tout court en numérique déjà. Mais ouais, quand t'as déjà touché à ça, entre guillemets, c'est le petit plaisir du. Bah, c'est comme enregistrer de la musique pour un truc que je connais mieux, mais enregistrer sur des vrais tapes, des vrais. Merde. Attends, je fais le connard qui a pas le mot en français là, c'est terrible. Sorry. Les trucs de magnéto, quoi. Et là, tu fais ta prise, il faut qu'elle soit bonne, en fait, dès le début, comme pour la pellicule, mais très stylé, quoi. Pour la pellicule, par contre, il va falloir que tu investisses dans un matos pour la sortir après la Oui, photo. c'est vrai, ouais. Je regarderai que les négatifs. On se débrouille, on se débrouille. Alors là, le point, là, vous voyez, c'est un château. Faut se projeter, hein. Soit tu achètes un scanner de pellicule qui doit coûter 200 balles, un truc dans le genre. Ou soit, bah, j'ai la chance, tu sais, j'habite à côté d'une grande ville, du coup, tu vas voir un photographe et t'as des gars qui peuvent te le faire. De toute façon, la pellicule de base, c'est un budget. Je crois que c'est 16 balles la pellicule. Donc vraiment, tu réfléchis 50 fois avant de faire ta photo. Je me trimballais en ville avec mon numérique et le vieil argentique que j'ai retrouvé chez mes parents. Mais le problème, c'est qu'à chaque fois, je n'osais pas prendre mes photos. J'étais en mode, je vais pas la gâcher pour ça. Ah, le monstre du Loch Ness qui se bat avec un hélico. Non, ça vaut pas le coup. J'hésite trop avant de faire une photo, alors qu'il faudrait que je prenne qu'un argentique au final et que je fasse mes photos. Mais je trouve que c'est cool en vrai, ça donne un effet aussi. Sinon, bah, toujours de la musique. En vrai, j'ai pas fait grand-chose, hein. J'ai fait le morceau qui avait été posté sur YouTube où j'expérimente, je teste des nouveaux trucs. Comment gérer la profondeur d'un son. J'ai fait un mélange de ce que je trouve sur YouTube et de trucs personnels. Un peu en le dégradant en profondeur, d'enlever les fréquences hautes, un peu les basses, jouer un peu avec les balances. Ce que je fais, c'est que je mets une stéréo au plus bas, ce qui fait un effet un peu épingle où il est vraiment ultra précis dans le positionnement. Et quand je le rapproche, après, il y a un moment où c'est état zéro où j'enlève totalement la stéréo et après, je mets une balance qui vient un peu le positionner plus proche. Je joue avec les transitions de processeur, avec la tag et la queue du son qui vient derrière. Ça, je l'ai vu sur Internet. Je mets une double reverb. Je mets une Valhalla un peu pour l'ambiance et une reverb au loin. Quand le son est très très loin, t'as un peu le je sais pas s'il y a ça sur Ableton ou Cubase, mais sur FL, tu peux relier des paramètres sur la saga. Quand je baisse le volume, ça augmente tous les paramètres en même temps, et du coup, je peux gérer la distance avec le volume de mon son. Par exemple, dans la reverb, je dis, quand je vais baisser ce volume-là, tu augmentes la reverb selon, en fait, tu as une courbe. J'ai fait un paramètre, pareil, j'ai relié mes panoramiques avec mes balances. Quand je déplace le son, ça déplace toutes mes balances et mes stéréos quand il est loin. J'ai fait aussi un paramètre selon l'endroit avec les reverbs. En fait, je baisse ce paramètre. Il y a un moment, il est dans une galerie d'art, par exemple. Là, j'ai mis le truc au maximum. Et donc, tu as une grosse reverb. Tu as vraiment cet aspect endroit où ça réverbe de partout. C'est un ping-pong, le truc. À un moment, il sort de la galerie et il va dehors. Et donc là, j'ai baissé le paramètre dans les automations. En vrai, je suis assez content du résultat. Tu as vraiment cet effet. Il sort d'un endroit où ça réverbe vachement et il arrive dans un endroit où il y a beaucoup moins de réverbération. Et en plus, j'ai rajouté un effet quand il va sortir les sons dans la galerie. Je vais mettre un low pass qui va couvrir le son. Ça fait que tous les sons intérieurs à la galerie vont être un peu étouffés. Et les sons qui étaient étouffés à la base parce que la porte était fermée à l'extérieur ne sont plus étouffés. Tu as vraiment un effet de transition entre le passage de la porte. Et j'ai vachement joué avec ces trois trucs. La distance, l'effet de reverb et le vitre extérieure, vitre intérieure. Un vrai effet de réalisme dans le truc. Ouais, c'est Yomax. Après, je pense que ça sera jamais aussi bien qu'un tu l'enregistres en vrai, mais on essaie de se rapprocher. Oui et non, parce que bien fichu, ça peut être fait plus proprement en post-production, justement. Enfin, le phénomène qui se passe, justement, où t'as quelqu'un à l'extérieur d'une pièce, ou le truc un peu cliché, mais la musique que t'entends à l'extérieur de la boîte de nuit, tu vois. Bah oui, c'est ni plus ni moins qu'un low pass. Au contraire, tu peux faire ta transition bien proprement, et du coup, ça te permet de faire avec des bruits d'ambiance de ton choix, bien enregistrés, bien propres, en dehors de la scène qui se passe en direct, etc. Donc au final, le petit son, je sais pas, t'es dans une pièce et t'entends quelque chose qui se passe à l'extérieur, genre des bruits de pas dans du gravier et autres. Tu galéreras moins à le faire en post-production en enregistrant à part des bruits de pas, à part des sons de vent, des choses comme ça. Et après, en post-production, faire ta scène tranquille et puis ne pas trop te soucier de ça parce que tu le rajouteras proprement en post-production, justement. Donc en vrai, ça dépend. Pour le coup, ça dépend. Parce que bah, si tu fais une scène, bah, faut que tes micros ils soient bien placés. Mais si ta scène elle est, mettons, filmée, bah, du coup, tu es bien content de le faire autrement parce que tu vas pas commencer à aller foutre un preneur de son tout au fond là-bas et en même temps un qui est derrière la caméra près de là où se passe la scène qui va suivre, etc. etc. Souvent, les ingé sons, quand ça se prépare encore, etc., ils se barrent de la scène ou alors ils restent à la fin de la scène, à la rigueur, ça dépend. Et ils enregistrent ce qu'on appelle des bruits seuls, le bruit d'ambiance, des bruits de gravier, des choses comme ça, pour derrière en post-production qui est matière à travailler le truc, quoi. Du coup, il y a des stades d'ingé son perdus dans la forêt
à chaque film. Et il est où Jean-Pierre là? Putain, le son du guépard, le son de l'ours là qui l'attaque, c'est incroyable. C'est vachement bien aussi. Ah, je reçois tout en direct là sur mon moniteur. Il y a la digestion. Oh putain. Oh, c'est beau. En vrai, c'est un kiff de reconstituer à partir de brides, de trucs, de bruitage, de faire vraiment une sorte de collage des sons et de réussir à créer une ambiance à partir de différents sons trouvés à droite à gauche ou créés soi-même. Ça dépend de la quantité de temps que ça te prend des fois. Mais en tout cas, c'est fun, ça, c'est vite long, c'est très chronophage, mais c'est très sympa à faire. Ouais, pour l'immersion, j'imagine que c'est essentiel. Ouais, c'est grave bien. Sans ça fait un peu creux. Parce qu'on va avoir une route pour une voiture. Il y aura du cut. Hein. Loi de Pareto. Hein. Au bruitage, ça va être à chaque fois que je fais une panne, je vais remettre un passage de vous deux qui fait ah excellent, incroyable, c'est toujours le même, excellent. C'était bien, bon rire, franc et pas du tout hypocrite. Vas-y, amuse-toi avec. On peut t'en faire plusieurs là d'avance si tu veux. Et le mec qui fait une faute dans la manip, c'est à ce moment-là que j'ai vu cette personne mourir. Ouais, j'ai pas mis le bon son du tout, mais. En fait, il a une Stoonbox en Discord. Il y a moyen qu'à des moments, on entende des bruitages. On se croirait dans le sud. Oh là là, la transition. Attention, on est beaucoup de rédacteurs. On a un batteur ici, je vous présente. Il fait son stage de 3e. Il sait faire que ça, en fait. Il sait faire que ça, le boulum ching. Et il le fait avec sa tête. Hein. Et attention, il est stagiaire, mais putain qu'il investit. Bon, il va chercher les cafés. Ouais, pas le tout, c'est pas le tout. On ne paye pas à rien faire. Oui, non, c'est bon. On paye à faire des cafés. Enfin, on ne paye pas tout court. Hein. Enfin, on te paye pas. Enfin, oui. Enfin, c'est compris, quoi. Tu feras un bon rapport. Hein. Tu dis pas pour la tête dans les chiottes. Hein. tu racontes pas ça dans le rapport. Sinon, tu y retournes ce soir. Dirais à ta mère. C'était une erreur, j'ai pas fait exprès. J'ai pas fait exprès de te mettre la tête, tirer la tête et après t'enfermer. Ouais. Ça arrive à tout le monde. Ah, bah, j'ai glissé, quoi, merde. Quel est le sujet suivant, dites-moi, mon cher? J'aimerais bien écrire des nouvelles. J'ai 2-3 plans, mais pour l'instant, c'est pas folichon. Genre, le plan, c'est le titre. C'est un début. Bon, c'est quelque chose que je trouve compliqué. Et vas-y, c'est quoi tes nouvelles, Guillaume? C'est un gars qui est super riche, et donc au début du truc, il meurt. Il y a toute sa famille qui vient, qui se bat pour l'héritage, sauf qu'il découvre que c'est un gars qu'ils connaissent pas qui va choper l'héritage. Et en fait, tu découvres que le gars qui chope l'héritage, c'est lui qui avait créé ce personnage pour pouvoir se barrer et vivre sa vie tranquille. Et c'était ça la fin du plan de la nouvelle, la micro-nouvelle. Ah ouais. Ah, stylé. Tu sais, en fait, le truc, c'est que j'essaye de respecter les plans. Tu sais, j'ai lu vite fait des trucs et j'essaye de respecter les trucs avec une bonne idée de base, un bon pitch et des fusils de Tchekhov. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. Non, pas trop. Du tout. Après, quand vous connaissez, vous en voyez partout. L'idée, c'est que à chaque fois que tu vas avoir un élément qui va servir dans l'histoire, souvent à la fin, eh bien, tu l'introduis avant. Je sais pas, le mec, à un moment, il va se servir d'une voiture ultra puissante parce que le méchant, il s'enfuit. Faut que dans les premières scènes, il fasse au fait, t'as vu ma nouvelle bagnole, je l'ai acheté 24 000 € sur... Back Market. Il en parle pendant 10 ans. Tellement... c'est vraiment une pub pour un truc. Alors, tu vois le siège en cuir un peu, tu peux le rétrograder comme ça. T'as 5 vitesses. Bah, des fois, c'est même carrément des pubs, en fait, quand c'est des placements de produits. Oui, ouais, c'est déjà arrivé dans des films, ouais. Tu sais, t'imagines le placement de produit, mais où le gars, tu sais, ça se voit trop que c'est un placement de produit. Oh, je conduis ma nouvelle Dacia. Oh, les sièges sont confortables. Et tu sais, dans le film, Batman. Ma Bat Dacia. C'est ma Bat Dacia Sandero, ça, je reconnais. Oh, c'est mon Bat Dyson. Grâce à Bat NordVPN. Putain, c'était quoi l'info? Putain, il est où le document? Putain, il est caché. Sur mon Bat tiroir. Ça va être chiant d'être Batman, en vrai. Ah ouais, putain, ouais. Tu dois avoir que des bas de problème tout le temps, là, ça va être trop chiant. J'ai des pattes hémorroïdes. Oh. En forme de chauve-souris. Avec Corentin, on a fait une petite musique. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas fait de podcast depuis. Oui, c'était une prod rap un peu bebop à l'ancienne, là. C'était bien marré à faire ça. Mais surtout, moi, ce qui m'avait marqué, t'as commencé avec ton loop de guitare, au moment qu'on laissait tourner comme un joint. Oui, ça tourne, quoi. Puis quand t'as trop fumé, ça tourne. ça tourne. Et à un moment, on fait une petite transition au piano. C'était ça, là.
Le synthé, là. Ah, c'était exactement ça. Putain, j'avais l'impression de l'entendre. C'était incroyable. Ah bah oui, très bien. Ce preset me sert encore. Il m'a servi à faire d'autres trucs pour moi après. Donc oui, pour expliquer aux gens quand même. C'était un preset de synthé qui faisait un peu office de pont pour le morceau. Et c'était bien stylé. Ça sonnait très très bien ce petit preset de synthétiseur. T'avais dédoublé en grave. Et en fait, tu me fais oh merde, j'ai oublié l'aigu. En fait, ça rendait trop bien juste le grave. Et après, t'as fait lancer l'aigu. T'as fait une petite montée de batterie. Et t'avais vraiment la transition à la fin qui était, je trouvais, incroyable. Ah, oula, oui, oui, oui. Ah ouais, je me rappelle même plus comment on avait fait, tu Je me vois. souviens de tout. Après, t'allais te laver les mains. Et là, il était 16h34 et 15 secondes, 16 secondes à peu près. Et c'est ça. Non, mais en fait, ta trotteuse, elle buguait entre le 8 et le 9. J'ai souvenir, j'ai souvenir. Mais ouais, non, c'était bien sympa à faire. J'avais jamais fait un truc de ce style. Ça reste très classique en termes de production, on va dire. Au sens instrumental, guitare basse, tout ça. Mais très sympa. Il faudrait que je m'essaye avec mon synthé à d'autres trucs. T'as essayé des nouveaux, quand même, de tester des choses. Des trucs qui vont sonner rap, non, pas du tout. J'en ai pas refait. Mais c'est plus pour mes presets perso. Alors, je sais pas si ça va être intéressant que je fasse le nerd avec l'histoire de synthé, mais en gros, pour faire simple, il y a une mise à jour très très stylée sur le synthé, ce qui fait que tu peux rajouter des samples. Et donc, tu peux sampler n'importe quel son. Un peu comme la soundboard, tu peux sampler des bruits de canard, des choses comme ça. Et je me suis amusé à retrouver, enfin à récupérer des sons de Mellotron. C'est un peu l'ancêtre du synthétiseur, du sampler. C'était un genre de clavier de piano, mais qui te balançait des magnétos. Et du coup, l'idée, c'était de faire un mini-orchestre. C'est un vieil instrument des années 60, je crois. Et du coup, tu avais des simulations de flûte, de cordes, etc., etc. Et bref, j'ai récupéré ça, je me suis amusé. Et du coup, je me suis fait des petits presets de Mellotron avec des sons de flûte, des sons d'orchestre, des trucs comme ça. Et du coup, ça donne un truc très kitschouille, un peu numérique. Et c'est différent des instruments natifs? Bah, les sons originaux sont des sons natifs qui ont été enregistrés sur des petites bandes cassettes. Et ces bandes cassettes étaient raccordées au Mellotron qui enclenchait à chaque appui de touche telle ou telle cassette. Sauf que du coup, bah, c'était des vieux enregistrements, donc c'était très kitschouille. Mais du coup, c'est ce qui faisait complètement le charme de l'instrument. Je me suis amusé à récupérer des sons comme ça pour le mettre sur le synthé, puis faire mes petits presets que je garde. Et je pense que je vais garder ceux-là pour les projets perso. Ça sonne un peu comme ce que je cherche. Donc c'est très bien. C'est très bien. Ouais, je pensais pas que sur un synthé on pouvait faire ça. Ça peut être ses propres sons. Disons que c'est deux choses différentes. En soi, c'est pas un synthé. C'est un synthé qui a une option sampler, quoi. On va dire ça comme ça. Et puis du coup, déformer le son, etc. Ça, par contre, dans l'absolu, c'est ce que tu fais qu'un synthé. C'est juste que ton son de base, c'est pas un enregistrement ou quoi. C'est juste un bip ou je sais pas quoi. Que tu transformes, que tu changes, que tu trucs. Qui fait que ça sonne de telle ou telle manière. Mais en soi, les préceptes sont relativement les mêmes. Ça reste des trucs très rudimentaires, complexes à maîtriser en soi. T'as jamais fini d'apprendre avec un synthé, mais c'est juste le mélange de tout le bordel qui rend le truc compliqué. Oui, tu peux vite bidouiller, mais après, il y a quand même, pour aller plus loin, C'est comme les maths, c'est pas compliqué, c'est l'assemblement de toutes les mini choses utilisables qui rendent le truc compliqué. 2 plus 2, c'est pas compliqué. Ouais, ça fait 10. genre 2 fois 2, là. Ah, je connais. Enfin, voilà. Bah, typiquement, la multiplication, si c'est compliqué pour quelqu'un, c'est un autre format de l'addition, au final. C'est comme ça que bah, le synthé, c'est un peu pareil, quoi. C'est le gros bordel, mais en fait, c'est juste ça mélangé avec ceci. Quand tu fais un son avec ton synthé, par exemple comme on l'avait fait pendant le projet ou autre, est-ce que toi tu pars d'un bip? Pendant le projet, c'était là, tu vois, sur mon synthé. Ah bah attends, je peux peut-être vous l'envoyer parce qu'il est branché. Alors, attends, je vais essayer de faire en sorte qu'il vous pète pas les tympans non plus. Genre ça. De base, c'est quoi déjà? On va créer un nouveau son. Ça, c'est un son basique de chez Basic. Donc tu pars de ça et tu fais plein de modifs. Et du coup, tu as plusieurs types de sons. Donc tu as le Basic Waves, Super Wave. Il y a quand même beaucoup de choses. Hein. Voilà. Et après, voilà. Et t'as le sample. Donc justement, ça, vous allez reconnaître un peu, je pense. Vous voyez, c'est un son de vieux truc, genre un peu orgue. Et là, du coup, j'ai plein... Voilà, ça, c'est un violoncelle. Et ça, c'est plein de sons de Mellotron, en fait. Ça, c'est des cuivres. Plus ou moins kitsch, encore une fois. Les petites flûtes. Et à partir de ce son de flûte, moi, par exemple, j'avais modifié le truc. Oui, on reconnaît un peu le son de flûte. Mais je l'ai un peu modifié et tout, avec une petite harpe. Un arpégiateur, tu fais ça. Ok, j'ai un petit problème, je ne sais pas d'où ça vient, mais bref. Oui, j'entends un bruit en fond aussi. Ah, c'est juste que c'est la tempête chez moi.
Les toits sont envolés, c'est pour ça. Ok. C'est juste ma voiture qui C'est arrive là juste, par la fenêtre. je vais juste mourir en fait. J'étais chez mes parents là, dans la Manche, donc zone rouge quoi. Une belle grosse branche d'arbre qui est tombée sur tout l'arrière de la maison là. Rien de grave, mais impressionnant quand même. Enfin bref, on peut faire plein de trucs sympas à partir d'un simple son, genre le cut-off. Je vous mets un son un peu dégueulasse. Mais ouais, synthé, trop bien. Si tu veux tuer du temps, le synthé, tu peux faire ça pendant 3 siècles. Ce synthé-là, j'ai dû l'avoir il y a 3 ans, voire 4. Je n'ai même pas encore parcouru tous les presets au final, quoi. Genre, parce que du coup, je me fabrique les miens, etc. Mais tous ceux qui sont de base proposés, ceux qui m'intéressent même pas, je les ai même pas tous enlevés, tellement il y en a. C'est le métaverse, toutes ces C'est possibilités. mes qui Quand tu parles de toute la bibliothèque qui a l'air énorme, en fait, avec toutes les possibilités que tu peux avoir, toi, de ton côté, t'arrives à te repérer dans cette bibliothèque? Genre, si j'entends un synthé d'un morceau que j'aime beaucoup, je me dis, je vais essayer d'avoir un synthé un peu comme ça. C'est vraiment un peu un challenge. Il faut bien connaître les concepts de. Je crois que c'est la synthèse sonore qu'on appelle ça. C'est en fait bien capter comment le son il va réagir. Si tu l'entends fort dès le début, qu'il va redescendre vite. Et après, c'est assez infini, donc c'est pas évident. Mais en gros, faut connaître les petits outils de base, tout ce qui est attack, decay, sustain. À savoir, ton son, quand t'appuies dessus, est-ce que ça fait waouh, ou alors ça va faire toum toum direct. Du coup, ça veut dire que ton attaque, tu la mets à 0, du coup le son il arrive direct dans ta tronche. Soit tu mets 200 millisecondes et il va arriver de plus progressivement. En fonction de ce que tu entends ou de ce que tu as envie, tu peux faire un truc. Par exemple, tout ce qui sont reggaeton, ça va être des sons avec pas beaucoup d'attaques, assez francs. Ou tout ce qui est un peu funk aussi, par exemple. Tout ce qui va être rap assez chill, très nappe sonore. Par exemple, PNL, ça va être que des synthés avec une attaque ultra longue. Il n'y a rien d'agressif du tout, c'est très tranquille. Chaque arrivée de son prend un peu son temps. Et puis du coup, tu as d'autres paramètres, tu as les effets de LFO, ce qui fait que ça va faire un effet de woum, 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 woum. Puis ça peut être un son qui va... ou un son... Tu as plusieurs paramètres comme ça, il n'y en a pas 36 000 non plus, en vrai. Ça se compte sur les doigts d'une main, les types de paramètres que tu peux utiliser. Mais par contre, c'est quand tu mélanges tout, tu peux dire, il y a ce qu'on appelle une matrice sur le truc. Par exemple, le LFO, donc l'effet won won, lui, il va réagir, mais c'est en fonction de la vélocité avec laquelle tu appuies sur la touche. Donc par exemple, si tu appuies très doucement, il va faire un won won. Puis si tu appuies très vite pour avoir une grosse attaque en mode comme si tu jouais fort de l'instrument, et ça va faire wou 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 d'un coup. Les possibilités sont abusées. Ouais, je pensais pas que sur un synthé, on pouvait avoir tout ça, pouvoir gérer l'attaque. Je pensais qu'on aurait pu faire ça que sur un PC. À vrai dire, ce précepte même-là a commencé avant même l'informatique en soi. Mais les vieux synthés, les Jean-Michel Jarre et compagnie, qui sont les énormes pionniers là-dedans, dans les années 70, c'était déjà ça, les préceptes de base. Mais même sur une guitare acoustique, techniquement, elle a une attaque, elle a une sustain. Je vais pas avoir le même son si je fais un truc avec mon doigt, genre... Si je prends un médiator que j'y vais fort, pourtant, techniquement, je fais strictement la même note. Et au final, c'est un concept qui a été appliqué informatiquement, à savoir, quand j'ai fait le truc fort, du coup, la note, elle arrive plus vite parce que entre mon pouce qui passe délicatement et mon médiator qui va passer directement, qui va taper dans la corde, le son, il va t'arriver plus vite. Donc, techniquement, l'attaque est plus courte, etc., etc. Et c'est quel ordre d'idée, enfin, truc de prix, le synthé que tu as, toi? Celui que j'ai, c'est un très accessible. Et tenez-vous bien, il coûte aujourd'hui 330 €. À l'époque, il n'était pas trop cher, l'inflation n'était pas trop passée, donc je l'ai payé 266 € pour être précis. Donc je vous le conseille, c'est le Micro Freak de Arturia. En plus, Cocorico, ils sont de Grenoble. C'est un petit synthé très performant, parfait pour rentrer dans le son de synthèse, commencer à bidouiller des trucs. Parce qu'avec ça, tu peux faire déjà énormément de choses. Il a un grand frère qui est le Mini Freak, qui est un peu plus grand avec des vraies touches, parce que là, c'est des touches un peu rigides, un peu comme des cartes mères avec l'effet circuit imprimé. Et c'est par capillarité avec tes doigts que ça fait que ça enclenche, c'est pas des vraies touches. Donc c'est assez particulier, mais en même temps, tu peux relier un petit piano exprès au truc. Et en général, tu fais pas ça pour en jouer en direct live, mais plus pour faire des sons, des nappes sonores. Donc c'est pas bien gênant. Et ça, c'est du pas cher. Oui, c'est triste de dire, mais c'est pas cher proportionnellement à tous ses concurrents. Environ 300 €. Des trucs de la même taille concurrents, ça va vite être 500-600 €. Après, on parle de synthé. C'est pas des claviers numériques qui font des simulations de piano, quoi, où là, c'est beaucoup plus abordable potentiellement. Au moins d'ailleurs, hein, il y a des grandes marques qui coûtent 4000 €. Mais sinon, les synthés, oui, c'est très très vite des prix assez exorbitants. C'est tout un monde et un synthé peut vite coûter 2000 € quand même, quoi. Et quand tu mets un pied dedans, c'est comme un piège jaloux, ça se referme. Et un jour, t'as un synthé, et puis 2 ans plus tard, t'en as 5 de plus qui t'ont coûté chacun 3 voire 4 chiffres. C'est... Moi, ça va pour l'instant, je suis pas trop tenté. Et tant mieux. Tant mieux. Je peux pas, j'économise. Du coup, ouais, ça me donne envie d'en racheter, super. Et encore, je fais pas d'électro et tout, mais
Putain qu'il y a des choses à faire avec ça. Donc musique plus électronique ou production de rap et tout. Franchement, avec ça, tu trouves ce qu'il faut pour faire un drum kit, un synthé, et puis c'est marre. T'as limite pas besoin de grand-chose d'autre. Tu peux tout faire. Franchement, t'as tellement de possibilités de sonorités différentes que tu peux faire des morceaux entiers. Oui, mais tu peux recréer tout un lot d'instruments avec ça, quoi. Donc, Bah, il y avait, je sais pas si vous le connaissez, je crois que j'en ai déjà parlé ici même dans les recommandations culturelles. Andrew Wang, qui est le best YouTuber artiste là, il fait des challenges 4 producteurs et un sample. Il file le même sample à 4 producteurs. Il y a une vidéo qui a été sponsorisée par Arturia où c'était 4 producteurs, un synthé. Et du coup, avec le micro freak, ils devaient tous faire un son et le rendu était oh my god. Exceptionnel. Mais ils avaient le droit à des ajouts genre de guitare ou c'était juste du synthé 100%? En général, les percussions, ils rajoutent leur propre drum kit. Mais sinon, non, uniquement de la voix et le synthé. Les producteurs font des sons très différents en fonction de leur style. Mais c'est assez impressionnant. Est-ce que toi, t'as moyen genre d'enregistrer toi en train de taper avec ta tête sur une table, de faire un son avec ça? Bah, techniquement, oui, parce qu'il y a le sampler que je disais tout à l'heure avec le Mellotron là. Tu peux enregistrer le son de ton choix, même ta guitare qui fait un accord au final. Et derrière, tu le découpes, tu vois, tu le rends à peu près propre. Et tu fous dans ton synthé, tu dis que c'est le Do. Alors en général, tu fais en sorte que ton son soit la bonne note, de préférence un Do, comme ça c'est ta note de référence, que c'est souvent le Do, le point de départ, quoi. Et à partir de ça, bah, le Do, il va te faire +1 +2, du coup ça va te faire Do, Ré, Mi. Il va te faire ton son comme il faut. Après, ce synthé-là n'est pas fait pour ça de base, hein. C'est pas non plus optimal. Ça fonctionne et c'est de l'option bonus très très cool. Et non, ouais, franchement, c'est fine. C'est très 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 cool. Est-ce que Mathieu, tu veux parler de ce que tu as fait, la fine fleur de l'ébénisterie? c'est vrai que c'est très différent de ce que vous faites, hein, tous les deux. C'est un autre monde, hein. Pour moi, là, tout le travail du son, j'ai pas souvent eu l'occasion de le faire. Quand on faisait la saga avec toi, Guillaume, je maîtrisais à peine Audacity et puis après je t'envoyais tout et tu t'occupais de mettre ça en forme. Donc c'est très distant pour moi. Moi, c'est plus le travail manuel finalement qui m'a toujours plu depuis tout petit. Et donc je suis sorti d'un CAP en ébénisterie là il y a 2 mois de ça. Et donc c'est à la fin de ma formation en ébénisterie que j'ai voulu me lancer dans un concours. Enfin plutôt au cours de la dernière année d'ébénisterie en fait. Que je me suis lancé dans un concours qui a eu lieu à la fin de l'année. Et donc, c'était un concours qui était lié au métier d'art, ébénisterie, horlogerie, lutherie, tapissier, joaillier, coutelier, enfin voilà, tout métier d'art confondu. Pour des personnes qui sont en apprentissage, qui ont moins de 26 ans, il faut être en dernière année de formation pour pouvoir se présenter au concours. J'ai fait avant un DUT dans le packaging qui m'a appris pas mal de choses sur SolidWorks. C'est aussi de la formation qu'a fait Guillaume. Et donc, c'était chouette de pouvoir aussi faire un projet que cette phase-là de conception en amont sur SolidWorks. Et puis après, une partie donc fabrication manuelle, donc enfin sans utiliser de machine à commande numérique, mais plutôt d'utiliser des outils traditionnels. D'avoir un projet comme ça avec vraiment ces 2 facettes de l'ébénisterie, je trouve, la partie conception et la partie après fabrication. Je suis arrivé donc à cette fleur-là, une grande fleur mécanique inspirée des machines de Lille. C'est sur Nantes. C'est des grandes machines qui accueillent du public, donc c'est des grandes tailles. Ils ont notamment un éléphant gigantesque de je sais pas combien de dizaines de mètres de haut. Et donc dans cet esprit-là, mécanique avec une construction, donc pour ce qui est des machines de Lille, c'est une construction en métal et bois. Ce qui est intéressant, c'est que la partie mécanique est visible. On peut vraiment voir les différentes parties en métal qui sont en mouvement à l'intérieur. Et donc ça c'est chouette. Et donc j'ai aimé reprendre cet esprit-là, sauf que moi, ce serait une fleur en éclosion, en mouvement. Et donc, on verrait les engrenages. Du moins, on les voit aujourd'hui, on les voit bouger. C'est assez chouette de pouvoir montrer comment elle est faite à l'intérieur. Donc là, à bout de 300 heures de boulot, j'ai réussi à la finir et à la présenter au jury. Voilà, faut de la patience, faut de la passion. Et ça tombe bien parce que j'ai appelé mon œuvre Passion. Et en fait, la fleur que j'ai voulu représenter, c'est la passiflore bleue. Tout à un Trop sens. bien. C'est merveilleux, ça tombe bien, c'est impeccable. C'est pas fait par hasard. Oh, c'est trop stylé la passiflore. Voilà, c'est une fleur qui m'a intéressé. Dès que je l'ai vue, avant même de connaître le nom, parce que je suis tombé dessus en regardant des vidéos comme ça sur Internet d'éclosions de fleurs ou de mouvements d'animaux, parce que je voulais reprendre un peu cet esprit-là de mouvement et puis en faire soit un animal, soit une fleur, mais finalement c'est la fleur qui est partie. C'est une fleur avec plein de couleurs différentes et plein d'éléments sympas. J'essaie de représenter ça au mieux dans la création, en jouant sur les essences de bois aussi. J'ai mis du bambou, j'ai mis du noyer, du chêne, de l'orme, et c'était chouette de pouvoir aussi montrer toutes les couleurs de bois qui pouvaient exister et que le bois, c'est pas uniquement marron et puis c'est tout, mais il y a vraiment des couleurs rouge, du blanc, du jaune. Ouais, les bois rougeâtres là, je trouve ça trop beau. Bah ouais, et puis en plus, moi, à la fin, j'ai mis une huile par-dessus, donc ça fait ressortir le ménage, c'est vraiment super chouette. Et tu le chopes où ton bois? Le bois, je l'ai acheté chez des particuliers, sur le Bon Coin. Là où j'ai eu le plus de quantité de bois, c'était le chêne, l'orme et le noyer. Ça, je l'ai acheté chez un particulier. En fait, c'est un stock de son grand-père qui a vendé.
Donc je l'ai eu à pas hyper cher, peut-être 1 000 € le mètre cube. Donc j'ai dû en avoir pour 200 € de bois à peu près. Si on veut du bois un minimum sympa, voilà, quali, et puis sympa aussi, des essences sympas, du noyer, de l'orme, c'est des essences qui coûtent quand même relativement cher. Et 1 000 € le mètre cube, en fait, c'est pas grand-chose pour ces bois-là. Surtout aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est plutôt 6 000 € le mètre cube quand on achète dans le commerce. Donc franchement, je m'en sors pas trop mal, je suis plutôt content. Le bois était de bonne qualité aussi, donc ça tombe plutôt bien. Est-ce qu'il y a une logique? Tu vas utiliser le bois à un certain endroit parce qu'il est plus souple et tu vas l'utiliser à un autre endroit parce qu'il est plus dur ou plus. Enfin, je connais pas, mais. Effectivement, il y a bien du bois qui est très dur. C'est notamment le bois que j'ai utilisé pour les parties rouages mécaniques, notamment une grande vis sans fin centrale qui alimente 10 engrenages, parce qu'il y a 5 pétales et 5 sépales qui sont chacune commandées par un engrenage. Et donc tout ça est en bois. Il n'y a rien en métal. C'est ça la subtilité. On va pas prendre du bois très tendre comme du tilleul, par exemple, qui est utilisé en sculpture. Là, ça le ferait pas, ça se pèterait, ça le ferait pas du tout. J'ai utilisé un bois qui était en fait à la base utilisé pour faire des vieux outils de travail du bois, mais dans l'ancien temps, des rabots, des varlopes, on en trouve des fois en vide-grenier ou en ressourcerie. C'est des vieux outils rectangulaires avec un fer dedans. Ces outils-là ont la particularité d'avoir un bois qui est très dense, et donc dans ce cas-là, c'est idéal pour ce genre de pièces. Et elle fait quelle taille ta fleur là? Un beau bébé, ça fait 1,30 m une fois déplié. Ah ouais, quand même. Ouais, c'est des bons morceaux. Les pétales, elles font 50 cm de long. Voilà, une pétale de chaque côté, crac, ça fait 1 m, plus le corps central de la fleur. On arrive en gros à 1,30 m. Tu le documentes ou pas ça? Oui, bah, j'ai dû remplir un dossier pour le concours. J'ai eu un dossier à remplir et puis je l'ai aussi présenté à l'oral, avec la démo qui va bien, tout ça. J'ai pu le ramener, ils ont posé des questions, c'était cool. Il y a un dossier avec 70 pages, avec donc les plans techniques, donc il y a une dizaine de pages là-dessus. Et puis après, toutes les démarches pour la réaliser depuis le début. Et le concours, il y a un thème défini ou pas tant? Ou justement, c'est présenter quelque chose et dites pourquoi, quoi? Non, il n'y a pas spécialement de thème. En fait, c'est plus après lié au secteur d'activité. Donc, par exemple, pour ce qui est de l'ébéniste, le thème, c'est plutôt de faire quelque chose d'utile, genre un meuble, un bureau, une chaise, une commode, quelque chose qui soit dans le type de mobilier. Pour un horloger, de faire des horloges ou quelque chose qui s'en rapproche. Un tapissier, bah voilà, une tapisserie, faire une chaise, un fauteuil, quelque chose comme ça. À part ça, il n'y a pas spécialement de thème. Pour ce qui est de l'ébénisterie, il faut que ce soit un meuble, quelque chose en bois. Et puis, fait très Ouais, main. ça. Pas avec de la CNC ou. Bah voilà, sans commande numérique et puis surtout pas un travail à deux. Oui, sinon, tu peux te faire aider de ton tonton ébéniste depuis 30 ans, expérimenté. Ah ouais, bah éventuellement, mais tu le dis pas dans ce cas-là. Il est sur toutes les photos, tous les documents. Il tient quand même la scie, là. Oui, bah. Non, mais c'est parce que Susan, il m'accompagne pour la sécurité. La sécurité. Le problème dans mon cas, du coup, c'est que c'est censé être un meuble utile. Et bah moi, la fleur, elle est pas utile, en fait. Elle est juste là pour décorer. Et donc, bah, c'est ce qui a fini que le jury, en fait, m'a pas sélectionné pour aller plus loin. Donc, c'est pas grave, tant pis. Au moins, j'ai pu donner tout ce que j'avais, et puis je suis quand même content du résultat. Et puis, ça me servira plus tard pour des books, des CV, à l'avenir, dans des candidatures d'entreprise. Oui, j'allais dire, c'est pas perdu de toute façon. Bah voilà, là, j'ai pas de regrets, hein. Franchement, je suis très content de ça. Même si je suis pas allé plus loin, c'est pas grave. Tu comptes la garder, j'imagine? Pour l'instant, elle est stockée dans mon école. C'est mon école qui l'expose là, c'est sympa, ça me fait un peu de visibilité justement. Mais après, je la garderai chez moi, oui. C'est ta première grosse œuvre? Ouais, c'est ça. Ouais, bah ça peut être ton point de départ. Ça pourrait presque même être ton logo au final, tu vois. C'est un peu ton point de départ, la passion, tout ça. Tout se recoupe, ça fait sens. Ça pourrait. Ça ferait sens. Ah bah trop cool. Derrière, tu aurais projet de créer ta boîte d'ébénisterie. Ouais, ça me plairait bien. Et pourquoi pas développer une gamme de mobilier comme ça à mécanisme. Ça existait déjà depuis de nombreux siècles, hein. Louis XV, il y avait des meubles comme ça, du genre t'appuies sur un bouton, hop, ça te déclenche des tiroirs, avec des contrepoids partout intégrés dans le meuble. Ça pourrait être sympa que je parte là-dedans, ça pourrait me plaire. Ça pourrait faire une œuvre de départ et puis ça servira de showroom après, hein. C'est aussi ça que je trouve sympa dans le métier d'ébéniste, c'est qu'une fois qu'on connaît les techniques, après on peut les adapter à plein de choses, faire des portes cachées, là, des ouvertures secrètes, faire un escape game mais dans la maison, quoi, faire une porte qui dissimule une pièce. Quand on arrive à travailler le bois et éventuellement d'autres matières comme le métal, après on est libre de faire beaucoup de choses en fait. Et quand on a les machines qui vont bien aussi, parce que c'est vrai que faire tout ça au ciseau à bois c'est pas évident, donc c'est bien quand même d'avoir une scie, une défonceuse, des choses comme ça, des outils polyvalents qui puissent quand même faire beaucoup de boulot. Je confirme parce que justement, moi, l'ébénisterie, alors, bien sûr, je suis une quiche, mais je m'y essaye quand même un petit peu. Et je me suis fabriqué un pedalboard, donc un beau boîtier où je peux cacher toute la câblerie en dessous.
pour mettre toutes mes pédales d'effet de guitare. Ça m'a pris beaucoup de temps. Mais c'est quand même très passionnant à faire. De faire ces petits plans, rectifier accessoirement les bêtises aussi. À mon avis, c'est valable même pour les expérimenter, de réajuster très souvent des choses. De dire, ah mince, ah oui, du coup, comment j'adapte ça? Ah oui, mais si je fais ça, ça va pas marcher. Ah, ok, machin. C'est vraiment un grand jeu à temps long, on va dire. Je sais pas comment le formuler. C'est la technique au service du créatif. La technique est vraiment très importante au final. Et ça fait partie du plaisir de la création, c'est de s'améliorer en technique aussi, quoi. L'un dessert l'autre, en fait. T'apprends la technique et après, la technique va te resservir pour un truc plus gros et c'est un peu un ping-pong de compétences. Ouais, en plus, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais c'est comme ce que vous dites pour le son, hein. C'est la même chose aussi, hein. Voilà, des expérimentations et puis on y va petit à petit. Mais c'est toujours la même démarche, quoi. Que ce soit un projet petit ou un gros projet, il y a toujours les mêmes étapes. Réflexion, première version, deuxième version, ou pas, hein, si on se satisfait de la première version. On essaie des choses et puis on apprend. Donc c'est toujours enrichissant. Est-ce que tu rencontres des gens qui justement ont des compétences particulières en ébénisterie, genre une petite technique qu'ils ont créée au fur et à mesure des années, un petit truc que tu n'apprendras pas en école? Ouais. Bah, surtout que ma formation, je l'ai faite en apprentissage, donc c'était avec une entreprise à côté, donc j'ai pu rencontrer plein de monde. Surtout moi qui suis plutôt curieux et qui ai envie de découvrir d'autres choses, l'entreprise, c'est l'occasion de, justement, quand on tombe sur des personnes qui ont des compétences particulières, de pouvoir découvrir leur métier. Donc ouais, carrément, j'ai pas arrêté de découvrir plein de compétences, d'autant plus que des fois, il y avait des intérimaires aussi qui étaient à l'entreprise, donc des personnes qui viennent de manière temporaire. Et donc là, pareil, c'est l'occasion de découvrir des nouveaux profils. Et t'as fait des gros projets complets. En CAP, je veux dire, t'avais quand même des gros trucs à finir et tout. Après, le niveau CAP, bah, c'est le premier niveau en fait dans la formation d'ébénisterie, donc il y a il y a quand même des grosses pièces, mais c'est pas si gros que le niveau suivant, qui s'appelle le BTM. Et là où par contre là c'est des sacrées grosses pièces bien exigeantes en termes de temps. Malgré tout, pour le niveau CAP, on a quand même bien sûr des tiroirs, de la marqueterie, des tables, tabourets, des petites boîtes à bijoux, plein de petits projets différents, mais qui sont l'occasion de découvrir certaines techniques. Les queues d'aronde, les coulisses de tiroirs, les serrures, l'incrustation. Il y a bien sûr quelques pièces que j'ai faites, moins d'une dizaine de pièces dans toute l'année, mais des pièces voilà, plus ou moins complexes. Il a fallu faire de temps en temps à partie. Oui, de toute façon, après, libre à toi sur ton temps libre d'en refaire pour t'entraîner, de toute façon. J'ai pas hésité, ouais. J'ai fait à côté de plein de projets personnels à côté et l'entreprise était OK pour ça, donc c'était cool justement de leur côté aussi de me laisser la liberté de pouvoir expérimenter des choses. Et tu bosses souvent avec SolidWorks ou c'est exceptionnellement pour ce projet? Ah non, souvent, enfin quand j'ai une licence de dispo, parce que là je suis un peu en dèche. Si vous avez une licence dispo d'ailleurs les gars, je suis preneur. Mais... Si quelqu'un écoute et a une licence. En fait, c'est juste pour ça qu'on a fait le podcast. Exactement. C'est un appel à l'aide en fait. Là, on a fait 1h30 d'introduction là pour enfin vous demander la vraie raison de ce podcast, c'est avez-vous une licence SolidWorks, s'il vous plaît. Tu disais, il y a de la maquette, c'est marqueterie, oui, marqueterie, c'est ça. C'est les espèces de collages de bois très 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 fins là, c'est ça? J'ai un peu la flemme d'apprendre à faire ne serait-ce qu'un peu de marqueterie, mais j'avoue que me fabriquer mon propre jeu d'échecs, ça fait partie des premiers trucs un peu difficiles, non, en vrai, pour être précis et propre. Ouais, mais c'est pas si compliqué, hein. Pour moi, c'est pas compliqué pour un ébéniste, mais c'est pas simple pour un novice. Bah, c'est ça. En fait, il te faut des carrés qui soient vraiment carrés. Avoir des machines adaptées, ça aide quand même beaucoup. Avoir les bons outils, donc par exemple une scie à plaquage notamment, c'est une scie un petit peu spéciale et qui peut s'acheter à Leroy Merlin. Il faut une règle à plaquage, donc c'est une règle sur laquelle vient s'appuyer la scie à plaquage. Il faut une règle qui soit bien épaisse et bien droite, quelque chose de stable et de régulier. Il faut du plaquage aussi, qui ne se trouve pas partout. Vraiment, la clé, c'est d'arriver à avoir des carrés bien carrés. Parce que comme on en colle 8, il y a 8 carrés alignés. Un petit décalage en longueur ou en largeur, pouf, à la fin, on se retrouve avec 1 millimètre de décalage. Donc après, ça se voit qu'au niveau des pointes des carrés, ça se croise pas, ça se touche pas. L'œil est fin. L'œil arrive à voir ça. Puis là, en plus, on est sur des cases contrastées entre foncé et clair, donc ça se voit très vite. Ouais. Donc voilà, c'est ça le plus délicat. J'ai dû faire 2 essais là, avant d'arriver. Et ça prend un peu de temps aussi. Là. J'ai mis 8 heures pour faire mon premier. Donc il faut bien se poser. C'est le premier, quoi. Il faut prendre son temps. Après, le reste, j'ai dû mettre 4 heures au dernier, mais bon, quand même. Hein. Sinon, ouais, tout peut se faire à la main, à la maison. Faut se prévoir la journée tranquillou dans tous les cas, avec du temps, quoi. Faut se prévoir un bon podcast. J'ai une amie qui est pareil, elle aime bien faire les petits travaux manuels, plein de choses différentes et tout. Et elle s'est mise à l'époxy il y a pas longtemps. Tu sais, les espèces de liquides qui font du plastique, du coup, tu mets ça dans des moules et ça te fait des pièces de plastique de ton choix en époxy, du coup. Et c'est souvent utilisé, tu sais, dans les bois où il y a des nœuds, où c'est pourri un petit peu, etc. Ça te fait des styles où tu vas foutre ton bois et puis dans les zones trouées, tu vas mettre de l'époxy, ça va sécher et puis ça va te faire une pièce de bois avec de l'époxy dedans transparent souvent. Et du coup, ce truc-là, tu peux fabriquer techniquement ce que tu veux tant que tu as un moule qui fait la forme qui t'intéresse.
Et elle a tout un lot enfin, elle a un moule pour faire toutes les pièces d'échecs. Et du coup, j'étais en mode, intéressant ça, de se fabriquer son propre petit jeu d'échecs maison où tu fais les pièces en époxy. Avec la couleur que tu veux. Parce que faire en bois les pièces d'échecs, avec un tour à la rigueur, tu peux faire des trucs et encore faire les 8 pions proprement de la même manière, bonne chance. Ça me donne envie de relancer un nouveau petit projet du coup. Non, en vrai, j'ai un peu abandonné l'idée il y a quelques jours d'ailleurs. Mais j'étais parti en projet pour me faire un meuble hi-fi digne de ce nom, bien adapté pour mes vinyles, où je puisse vraiment stocker mes vinyles, parce que là, c'est un peu le bordel. Je suis obligé de les poser sur un endroit, ça m'emmerde un peu. Enfin bref, faudrait que j'ai un truc bien adapté où je puisse avoir tout au même endroit. Et je me suis vite rendu compte que j'avais trop de demandes en soi pour m'embêter et je ferais mieux de chercher un meuble à pas cher sur le bon coin que je retaperais un petit peu à la rigueur. Que faire un meuble complet, vraiment personnalisé avec des emplacements pensés, vinyle, des trucs de taille CD, des trucs de taille d'ampli, mais l'ampli, si tu le changes parce qu'il lâche, bah du coup, il faut que tu aies le bon format. Enfin, bon, il y a un côté un peu chronophage, perte de temps. Donc je me suis un peu résigné, mais c'est pas pour autant que j'abandonne l'idée de fabriquer des petits trucs. Ah oui, mais je suis d'accord, on prend un meuble de base, un caisson, et puis après tu l'aménages un peu comme ce dont tu as besoin. Déjà, le caisson est fait. Oui, quitte à péter du tiroir ou quoi. Bah, surtout pour un débutant comme moi. Même pour mon pédalboard, c'est pas compliqué. Globalement, c'est une caisse en trapèze rectangle. En gros, c'est une caisse qui monte un petit peu. Sauf qu'il fallait que je vérifie toutes mes codes pour qu'ils soient le plus plat possible, tout en étant suffisamment épais pour que tout passe. En l'occurrence, j'ai une petite multiprise dessous, enfin dedans du coup. Et ça passe à quelques endroits de la caisse, mais j'aurais dû gratter un petit centimètre de plus de hauteur parce que c'est quand même un peu juste sur les bords. La plaque du dessus, c'est une plaque en médium, donc ça prend vite les mauvaises formes. C'est trop cool à faire, le plaisir de se dire, bah, c'est moi qui l'ai fait, quoi. C'est con, mais qu'est-ce que c'est bien, quoi. Genre, c'est vraiment le plaisir de se dire, ouais, bah, j'ai tout fait exactement comme je voulais. Enfin, non, mais dans le sens avec les besoins tout particuliers que j'avais. Moi, c'est le plaisir, c'est dans tout ce que je conçois en général, ou même les logiciels, les raccourcis clavier, les trucs, les machins. C'est d'avoir un truc qui correspond exactement à ce que j'ai envie d'avoir dans mes habitudes, dans mes trucs qui me confortent. Plutôt que de récupérer un truc, mais il y a ça qui est pas pratique, ça qui est... ça. Donc si je peux le permettre de le faire moi-même, bah c'est trop le plaisir pour ça. Vive le bricolage. Enfin, le bricolage, ébénisterie, c'est quand même un cran de noblesse au-dessus, mais. C'est un peu l'idée quand même, hein, des fois. Et des fois, c'est un peu de la bidouille quand faut un peu sortir de son petit battu. C'est juste qu'on met un beau vernis, puis ça fait comme si. Je mets quand même plein de couches là parce que. Voilà, ouais, moi pareil, hein, il a fallu que je compense des trucs où je pense parce que j'ai des décalages. Parce que au moment de tout fixer, on aurait pu faire même les découpages. J'ai été contraint de les faire à la scie sauteuse parce que j'avais pas d'autre matériel à disposition. Sauf que quand il faut couper 70 cm de long à la scie sauteuse, t'as beau avoir mis ce qu'il faut avec des cales pour être bien droit, ton trait il est pas, disons qu'il y a facile en largeur 1 millimètre de marge, si c'est pas 2, peut-être pas 2 quand même, mais voilà. Ce qui fait qu'après tu ponces, après tu t'en fous, tu ponces la hauteur pour ajuster un petit peu. Puis tu te rends compte que ça fait quand même un petit creux. Puis du coup, tu colles tout. Puis t'es en mode, mais mes cotes qui étaient bonnes à la base, avec le ponçage, ça fait un petit décalage. Du coup, tu reponces le côté que t'as recollé. Voilà, la bidouille absolue du débarrage. D'où l'intérêt de prévoir de la marge sur ton bois. En vrai, je trouve ça difficile quand tu te lances d'anticiper, d'avoir de la marge sur ton bois. Si tu récupères une planche de temps, oui, mais c'est parce que t'as besoin de 10 cm de moins. Du coup, tu peux te permettre de blablabla. Enfin voilà, c'est un truc que je trouve pas évident. Et puis être conscient de tes limites, hein. C'est vrai que la scie sauteuse, tu peux être aussi bon que tu veux, c'est quand même pas évident à maîtriser, hein. C'est bien pour faire des choses courbées, quoi, mais des choses droites. J'ai très hâte, enfin j'ai pas hâte de changer de maison parce qu'elle est très bien, mais quand même hâte pour avoir un garage et donc de la place et donc récupérer la scie sur table de mon père qui ne lui sert absolument pas et du coup qui me filerait volontiers pour faire de la place dans son garage. Et du coup là, commencer à faire des longueurs bien droites et puis envisager des choses un petit peu plus ambitieuses qu'une petite caisse pédalboard. Après, attention aux voisins, hein. Ça fait du bruit. Ouais, de toute façon, je suis musicien, donc c'est un critère de base de ne pas avoir de problème de voisinage. Je suis plus bruyant avec une batterie qu'avec une scie sauteuse, donc ça va. Il fait du bricolage aujourd'hui. Ouf. De toute façon, moi, je suis de la campagne. Moi, c'est campagne ou rien, de toute façon. Donc, mais oui, effectivement. La remarque a du sens. Un mec qui va en pleine campagne au milieu des champs et qui installe une scie sauteuse dans son garage, c'est pas rassurant. Il y a des gens qui viennent chez lui et réclamer. Surtout quand il n'y a pas un pet de bois dans le garage, que des sacs poubelles remplis, tu te demandes. Et du coup, ça m'intéresserait, tu dois avoir plein de sites conseils pour acheter du matériel et tout, je suis sûr. Il y a des trucs que je cherche que je ne trouve pas dans les classiques Leroy Merlin et compagnie.
Genre des équerres en T, par exemple. Eh bien, oui, bah, je peux donner des sites professionnels. Je pense à Dictum, donc DICTUM, Gaillard et Million. Ah, je l'ai. Guignard, même. Puis bah, après, si tu as vraiment d'autres questions, il y a plein de groupes Facebook qui existent plus ou moins professionnels. Ouais, bah déjà, je consomme vraiment beaucoup de contenu YouTube d'ébénistes c'est passionnant à regarder. Puis c'est très satisfaisant quand c'est bien filmé. Je pense à un des meilleurs, à mon sens, c'est Olivier Verdier, qui est trop fort, quoi. C'est un plaisir à regarder. Petite musique en fond, les choses comme ça. Enfin, c'est un vrai Ouais, il fait ça plaisir. très bien, ouais. Après, le gars est ancien vidéaste et tu comprends un peu pourquoi, du coup. C'est aussi bien filmé. Ah oui, c'est vrai. Et puis, travail du cuir, j'aimerais bien aussi m'y mettre un jour. Là, je vois des outils pour travailler le cuir. Travailler le cuir, ça doit être exceptionnel. Il y a des stages Weekendoo, tu connais ou pas? C'est des stages plus ou moins longs sur différents thèmes, plutôt en général du savoir-faire manuel. Mais donc par exemple, moi j'ai fait un stage de suture et de soufflure sur verre, enfin deux stages différents, hein, voilà. Et donc bah, c'est pas mal. Enfin, c'est un budget plus ou moins cher, mais ça peut être pas mal pour t'initier. Ouais, ça, c'est le genre de cadeau très stylé à faire, ça. Hein. Bah ouais, non voilà, et puis même pour toi, si tu veux t'initier à ça, je suis sûr que tu vas trouver des stages dans ta région. Ouais. Voilà, moi, mon anniversaire, c'est le 3 avril. S'il y a quelqu'un dans le podcast, Oui, voilà. Noël approche. Ah ouais, puis du coup, t'as tout. T'as, ouais, poterie. Ah, mais par contre, c'est des bêtes d'idées de cadeaux, en vrai, des ateliers manuels comme ça. L'art de la perle de verre, 2 heures. c'est quoi les gammes de prix à peu près? Genre là, un stage de 2 jours, c'est 160 €, mais un truc de 2 heures, c'est 60 €, 80, 90. Par exemple, tu as 2 jours de stage pour 100 €. Enfin, c'est assez variable, mais c'est pas des prix exorbitants non plus. Franchement, pour les trucs de stage comme ça, où tu as le matos à dispo en général, tu vois là, une journée complète, 8 heures, donc oui, c'est une journée complète. 160 € pour faire initiation à faire des queues d'aronde. Mais ça, en vrai, le faire en cours avec quelqu'un qui t'accompagne, ça vaut vite ses sous. Hein, ça vaut vite ses sous. Au final, ça fait 20 € de l'heure. C'est pas déconnant. Moi j'avais aussi fait un stage avec le CPF. Ah oui, j'avoue, moi j'ai des sous sur mon CPS, ça se trouve, Voilà, il y a des centres de formation comme ça qui proposent aussi des stages là-dessus. Mais pareil, ça c'est trop stylé. Stage d'ébénisterie dans le Calvados. Initiez-vous au travail du bois en créant une baguette de sorcier. Et du coup, tu fais ta baguette Harry Potter. C'est une bête d'idée, comme ça, t'apprends la technique et puis t'as un vrai souvenir particulier. Assembler votre guitare électrique. Sur 5 jours. Bon, c'est 1000 balles le stage, mais bon, logique. 5 jours de stage. Il y a aussi un ukulélé aussi. Si un jour, j'avoue, j'aimerais bien. Alors peut-être pas une guitare non plus parce que je crois que j'aurais jamais la patience de faire un truc qui prend autant de temps. Mais en vrai, fabriquer un ukulélé, ça me plairait vraiment franchement bien. Ou même pour commencer à rigoler un peu, les guitares cigares, là, tu prends des boîtes d'allume-cigare et tu fais ta propre guitare avec. Me mettre à faire des instruments à cordes, même farfelus. Quand t'as chopé la technique, tu peux partir, tu fais ton petit ukulélé, après t'en fais un plus gros, un plus gros, un plus gros, et du coup t'as plein de gammes de sons. Et tu peux arriver sur une guitare acoustique. En vrai, si, il faut peut-être avoir de la théorie quand même sur tout ce qui est tension. Enfin, faut quand même pas. Mais en vrai, les mécanismes d'ébénisterie sont les mêmes, par contre, je pense. Ouais. Des idées sympas, ça. Bah ouais. Cadeau groupé. Ah oui, tu peux faire des trucs à plusieurs. Non, c'est vraiment une bonne idée. Enfin, du coup, moi, le souffleur de verre, j'avais eu pour Noël, justement. C'était vraiment très cool. Là, j'étais avec un groupe de 6 personnes. Et puis à la fin, pas pareil, tu ressors avec des petits objets. Donc moi, j'avais fait un verre en verre. Et puis un petit presse-papier aussi. Une grosse boule avec dedans une hélice en verre, enfin une hélice colorée. Au niveau difficulté, c'est vraiment très très dur ou vraiment c'est à peu près comme un chewing-gum pour faire gonfler le verre? Quand il sort du four, il est beaucoup plus liquide que forcément quand il est dur, donc faut s'y prendre tôt. Moi, justement, j'avais un peu trop tendance à pas assez souffler quand j'ai voulu faire le verre. C'est de plus en plus dur à souffler parce qu'il refroidissait. Au début, il a un peu la consistance un peu de miel, pas liquide non plus, mais le miel un peu épais. Et puis après, il devient chewing-gum et puis après de plus en plus épais, quoi. Et vraiment, ça dépend aussi de l'épaisseur de verre que tu as, de la masse. Il y a aussi ça à gérer, quoi, la masse de verre, et puis faire attention à la chaleur, pas être trop proche de la source de chaleur, parce que c'est vrai que quand on manipule le verre, des fois on peut être amené à vouloir le prendre au plus proche du bout pour pouvoir compenser le poids, mais il faut se méfier, quoi. Puis comme tu tournes en permanence, ça reste bien droit, de toute façon, c'est ça? C'est pas non plus hyper liquide, ça se tient quand même, mais il faut penser à tourner régulièrement. Ouais. Tu vas avoir un putain de CV dans 2 ans avec 50 000 compétences. Plein d'idées là, le week-end doux, là, c'est trop bien les petits stages. Je suis à fond. Mais plus un sou sur mon compte. Oui, c'est ça. Et vous connaissez pas des stages comme ça aussi dans le domaine du son? Bah, pour faire le pont entre bricolage et son. Et ce qui m'a lancé dans le sujet, c'est à Nantes, c'est une petite assoce qui organisait ça. Un stage pour fabriquer ta première pédale d'effet de guitare. Et comme ça, tu te fabriques ta propre pédale d'effet, les petits trucs électroniques, tout ce qui va bien. Et c'est ce qui m'a mis le pied à l'étrier, parce que du coup, j'ai continué à en faire, j'en ai fait quelques-unes. Je me suis économisé un sacré paquet de pognon d'ailleurs.
J'avais calculé, si j'avais acheté toutes les pédales que j'ai fabriquées en version neuve, industrielle, on va dire, au total, presque 2000 euros. Après, il y en a une en particulier qui, aujourd'hui, vaut 400 balles alors qu'elle ne devrait pas coûter autant, mais qui est une superbe pédale d'effet. Et comme j'en ai fait 3, parce que c'est trop bien. Et ça fonctionne comment? Ça fonctionne comment, c'est-à-dire? Un délire de t'appuies, puis il y a de la fréquence électrique et des trucs comme ça. Ah, les pédales d'effet, c'est juste un son que t'enclenches, un effet de saturation. Techniquement, ce que tu fais quand tu vas faire ta saga MP3, quand tu vas donner un effet de réverbération, une pédale d'effet, elle va te faire ça aussi. C'est juste ça. Plus ou moins longue suivant ce que tu règles. T'as les petits boutons. Et donc là, ce que j'ai fabriqué, par exemple, c'est une overdrive, donc effet de saturation. Et du coup, tu rentres ton son, sauf qu'en fait, c'est électrique, tout ça, évidemment. T'as des diodes qui vont t'écréter ton signal, donner un effet de saturation, etc. Puis suivant les types de diodes que tu utilises, de quelle manière. T'as des résistances qui vont diminuer le volume, réaugmenter, diminuer, réaugmenter, ce qui fait que ton son, il va être trituré dans tous les sens. Il va ressortir au même volume, mais un peu modifié dans son timbre, quoi, dans ses sonorités. Et en général, tu as une grosse communauté en ligne, donc tu retrouves les schémas de la pédale, cette pédale de cette marque, elle est trop bien, j'aimerais bien la refaire, est-ce qu'elle est disponible? Oui, il y a quelqu'un qui a fait un schéma adapté pour les gens qui font ça en DIY. Et du coup, hop, t'achètes les composants, et puis basta, c'est parti. Et tu peux faire une fusion à la Dragon Ball entre deux pédales. En fait, avec une seule pédale, gérer deux effets. En l'occurrence, oui, parce que la toute première que j'ai fait, c'est la saturation dont je parlais. Tellement bien que je me suis dit, je vais la refaire, mais en 2 fois. Je me suis pris un boîtier plus gros. J'ai mis 2 fois le même circuit dans un seul boîtier. J'ai mis 2 bouts, 2 fois 2. En gros, je l'ai branché en série, mon effet, quoi. J'ai mis les cartes mères. En l'occurrence, je les ai même fait sur le même truc. Comme ça, c'était plus simple. Ça tient sur une seule carte. Et j'ai fait 2 fois le circuit. Puis avec le câblage à côté, j'ai mis ça en série. C'est très, très bien et très, très rentable. Puis après, c'est sympa parce que tu fais la décoration. Mais du coup, voilà, c'est trop cool à faire. C'est beaucoup de temps à y passer, évidemment, mais très, très plaisant. Voilà, faites des trucs, les gens. Créez les gens, c'est trop bien. Puis merde, c'est la classe en plus, c'est trop bien. Genre, tu dis, c'est moi qui ai fait ça, quoi. C'est même, je trouve, plus agréable quand t'es dans la conception. Ah ouais, c'est limite plus plaisant. Limite, je passe plus de temps à préparer le truc qu'à passer du temps à le faire. Mathieu, maintenant que t'as fini la fleur, est-ce que t'as un projet dans les tiroirs que t'auras fait toi-même? Ah non, plus tout de suite. Là, je t'avoue qu'en sortant du projet, là, ça m'a un peu. J'ai toujours un peu ça en sortant d'un gros projet. Là, il y a l'envie de pause qui doit être fort. Le projet a été rendu à 2 mois, là, donc c'est un peu une baisse de régime, là, mais ça va venir. En tout cas, ça a toujours été le cas. Après, il y a toujours un petit projet à côté pour animer la chose, des petits modules de rangement. Rien bien ambitieux, mais voilà, ça fait passer le temps. Et puis il faut que ça vienne naturellement, quoi, que ce soit que j'ai pas à me forcer à ça, que ça vienne spontanément. Oui, puis il faut le temps de rallumer la flamme, quoi, de faire pause, d'avoir des nouvelles idées. Enfin, faut que ça décante, quoi. Faut que ça vienne du cœur. Et que tu le transformes en bois. Vous voulez placer quand même une petite pub pour un de vos projets? Je peux mettre mon PayPal dans... Envoyez un max de sous. Faites pas les radins. Faites pas les pinces, SVP. Non, moi, en vrai, j'ai pas grand-chose à promouvoir dans l'instant. Merci déjà, les gars, d'avoir fait ce podcast, de suivre vos aventures aussi. Merci à vous d'avoir écouté jusque-là. Et je vous souhaite une bonne journée. À la prochaine. Bisous. Ouais.